Et voilà, épisode 3 avec The Big Well. Salut Hugo, ça va ? Merci, bah oui, ça va très bien. Mais vous êtes combien à The Big Well en fait ? Parce que là, pour moi, c'est une petite start-up et à chaque fois, je reçois un nouveau. Donc, vous êtes. Ça grandit assez vite. C'est vrai ? On est à peu près une dizaine en interne et on ouais. travaille avec beaucoup de prestataires techniques, pas mal d'ingénieurs. Au total, si on élargit un peu, on tombe à un peu plus d'une quinzaine. Ok. Ça grandit Extra. bien. Ouais. Donc The Big Well, c'est un des médias crypto les plus influents du marché français, en tout cas francophone. Oui, je sais pas si j'aurais cette prétention, mais oui, notre boulot, c'est d'apporter les meilleures informations et les meilleures données pour donc à la fois pour des Devenir investisseurs milliardaire. professionnels. Non, c'est pas ça. Le but, c'est d'accompagner au mieux possible, que ce soit les professionnels, les semi-professionnels, ou les gens qui sont très curieux, qui veulent s'intéresser au sujet crypto, qui savent que, faut dire ce qui est, c'est un milieu qui est quand même assez complexe, assez impressionnant. C'est un peu le Far West, de moins en moins, mais c'est quand même pas mal le Far West. C'est important d'avoir une source d'information de qualité, des gens qui on peut avoir confiance pour analyser les tendances actuelles et pas tomber sur les derniers trucs qui sont à la mode et en général ça finit un peu mal, donc on essaie vraiment de faire de l'analyse en profondeur. On a un modèle justement qui permet d'aligner les intérêts entre nous et les lecteurs, c'est-à-dire qu'on a le modèle de la business information en fait plus que d'un média classique. Donc là où les médias vont reposer surtout sur de l'affiliation, de la publicité, du contenu sponsorisé, où forcément ça inclut ça peut facilement Je vais l'expliquer après, ouais. Ça peut facilement inclure un conflit d'intérêts. Nous, on fonctionne seulement avec de l'abonnement. Donc, c'est-à-dire que nos lecteurs particuliers ont des licences, des abonnements, qui payent pour avoir accès à tous nos contenus, à tous nos outils. Les entreprises achètent des licences aussi, même format que Bloomberg ou Politico par exemple. D'accord. Et on a aussi accès à tous nos événements, tous nos contenus. C'est combien l'abonnement ? Pour les entreprises ? Pour les deux. Alors, pour les particuliers, on est à 25 € par mois. Ok. Et pour les entreprises, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais on va être à 4 000 ou 5 000 € minimum. Et vous n'avez pas d'autres sources de revenus ? Vous prenez pas d'affil, de machin, des lancements d'ICO, de trucs Non, justement, et c'est très important, on ne prend aucune autre source de revenus que celle de nos abonnements. C'est ça justement qui nous permet d'être indépendants, c'est ça qui nous permet de faire de l'analyse de la manière la plus factuelle et indépendante possible. T'es journaliste, toi ? Non, du tout, je suis pas journaliste. Qui est journaliste chez vous ? On en a 3. Ok. On a donc Grégory Raymond. Ouais. Que j'ai reçu deux fois, je crois d'ailleurs, au moins. Avant, il était chez Capital, c'est ça, non ? Exactement. Ouais, tout à fait. Oui, il avait la rubrique qui s'appelait 21 millions à oui, l'époque, tout à fait. qui était une des Qui premières, exactement, ouais, qui a été entre-temps reprise par Jérémy Lebescon, qui a été une des premières, un des premiers contenus crypto à passer dans un média généraliste. Ok. Le deuxième journaliste, donc, c'est Raphaël Bloch, lui qui a fait... Que j'ai reçu également, ok. Exactement. Qui est passé chez Reuters et Les Échos. Ok. Et le troisième, donc, qui nous a rejoint il y a 1 an à peu près, donc c'est Louis Tellier, qui était chez l'AGFI, qui traitait les sujets crypto aussi chez l'AGFI. Compris. Et les questions, on va revenir un peu sur ce que vous faites. Moi, aujourd'hui, je voudrais avec toi voir plusieurs choses. Mais c'est important de bien mettre en avant ça, et c'est aussi pour ça que j'aime bien vous avoir, vous, de The Big Well, c'est que vous êtes non seulement très expert, et comme tu le dis, aligné. C'est-à-dire que la problématique dans les cryptos, c'est pour ça que j'ai commencé en disant pour devenir milliardaire, c'est qu'en fait, tu as des tas de promesses de gens qui à un moment te disent vas-y, viens, rentre sur cette introduction, ce nouveau lancement de crypto, tu vas voir, on va faire des millions, et derrière tu te fais bananer, mais big time, et eux gagnent beaucoup d'argent. Moi j'ai littéralement, tu sais comment ça marche, hein, on en a parlé ici avec Owen Simonin, mais j'ai littéralement refusé des trucs qui auraient pu me rapporter des millions d'euros, quoi, hein. Donc parce que tu rentres sur des cryptos que moi je paye 0,1 centime ou quelque chose comme ça, 0,1 centime, peut-être pas 0,01. Et tu ressors, elles valent 1, 2 euros. Enfin, tu en as acheté pour 10 000 balles, tu ressors avec 3 millions, quoi, hein. Donc ça, c'est une réalité de ce marché. Et vous êtes en dehors de ça, c'est ce que tu me dis, hein. On lutte contre ça, je dirais même. C'est des pratiques qui ne permettent pas de créer de la confiance. Et aujourd'hui, avec le secteur qui se professionnalise, qui mûrit, qui s'institutionnalise, c'est pas possible d'avoir ce genre de pratique. Ouais. C'est pas possible d'avoir ce genre de pratique de marché. Il y a besoin d'avoir... C'est un modèle, mais
Je suis pas sûr que l'avenir des cryptos, et je suis pas sûr que les abonnés de certains influenceurs ou les lecteurs de certains médias soient ravis d'être un peu le dindon de la farce, parce que si forcément toi tu peux vendre pour 3 millions, c'est qu'il y a derrière des gens qui achètent pour 3 millions, et en général c'est les gens qui ont fait confiance à un influenceur ou à un média et qui se retrouvent avec, et qui en plus en général n'ont pas forcément le niveau de... Ils ont seulement confiance, ils n'ont pas le niveau le degré d'expertise pour analyser complètement les tenants et aboutissants, et qui malheureusement au final se retrouvent avec que leurs yeux pour pleurer. Sachant que c'est très très compliqué, parce qu'on va y venir, on va parler un peu des shitcoins, des dogecoins, etc. Mais c'est que tu peux avoir des projets débiles, voire border arnaque au début, qui partent dans l'espace et qui se maintiennent. Tu vois, à la fin de cet épisode, on va lancer la crypto Martingale Coin ou Matt Stephanie Coin, les deux d'ailleurs je pense en même temps, et vous allez faire des fortunes avec ça, donc préparez-vous. Non, à la fin de cet épisode je vais tordre le bras d'Hugo pour qu'il nous fasse une méga remise sur The Big Well. Il est pas prêt, mais il le sait pas encore, mais voilà, donc écoutez ça. Ce dont je voudrais parler avec toi Hugo maintenant, on a fait une intro assez longue. Moi quand je fais des épisodes crypto, au bout d'un moment, il y a un truc qui me saoule, c'est que j'en arrive toujours au même constat. Alors là, on a frisé les 100 000 euros, on a dépassé les 100 000 dollars. Dollars. Alors, au CME, donc côté Chicago, on a touché les 100 000, mais sur les plateformes d'échange type Binance, Coinbase, que les gens connaissent plus, on les a pas exactement touchés. Donc voilà, en Bitcoin évidemment, pour ceux qui suivent. Et donc, faut quand même voir que moi je me suis intéressé assez tard au Bitcoin, ça devait être 500-900 euros. Après 2000, j'ai commencé à en acheter un peu, mais en me disant putain c'est cher. Et là, c'est 100 000, hein, donc on est quand même sur du x50. Malheureusement, j'en ai pas acheté pour 50 000 euros à ce moment-là. Mais voilà. Quand je fais ces épisodes, on finit toujours par, bon, en gros, tu veux pas t'emmerder, t'achètes des bitcoins, des Ethereum, ce que je fais, ça marche très bien, tu prends pas trop de risques, et le reste c'est vraiment trop compliqué. Donc super, ça je l'ai compris, je continue, je pense que ceux qui écoutent un peu la martingale ont compris ça. D'ailleurs, encore une fois, ce que je dis ici, ce n'est pas un conseil, ça comporte des risques. Le bitcoin va probablement se crasher très fort et peut-être remonter plus tard, c'est pas mon problème, c'est le vôtre, renseignez-vous ailleurs sur The Big Well, je m'en fous, mais en l'occurrence c'est comme ça que ça se passe. Moi je voudrais qu'on aille un peu au-delà de ça, ça te va comme programme Hugo ? Alors c'est parfait, moi j'aime bien justement dire... acheter du Bitcoin ou de l'Ether et pas sortir, pas aller plus loin, alors qu'il y a tellement de choses intéressantes, c'est comme jouer à Pokémon et jamais sortir du bourg-palette, quoi. D'accord. Et je prends. J'ai presque la ref. Heureusement, j'ai des enfants de 10 ans, donc je comprends ce qu'ils racontent. Ok. Alors, on commence par quoi ? On va juste recontextualiser un peu. On vient de dire que c'était parti dans l'espace, qu'il y a un an, on était quand même au fond du trou, pas loin, un peu plus d'un an, genre 16 000 euros. Ça saignait très fort. Je reviens là-dessus parce que j'en parlais quand même à ce moment-là. Le dollar cost averaging, ça fonctionne. Quand tu achètes toutes les cryptos que j'achetais à 100 balles par semaine, j'en parle ici aussi souvent. Il y a un an, quand je mettais 100 balles, il y a un an, aujourd'hui ça en vaut 400, c'est même plutôt 500 ou 600. Donc c'est quand même assez ouf, tu vois. Si de 400 euros par mois, je passe à tu vois, 2400 euros par mois, c'est énorme. Il y a des choses comme ça qui se passent bien. Cela dit, je les ai pas encore vendues, donc j'ai pas réalisé ma plus-value. Qu'est-ce qui s'est passé ? Décris-moi un peu où est-ce qu'on en est fin 2024 et qu'est-ce qu'on pressent Oui, bien sûr. Pour recontextualiser, c'est très important de le faire. On sort de 2 ans de bear market où à la fois le risk-free rate était super élevé, donc les actifs risqués n'avaient pas tant la cote, en tout cas tout ce qui était crypto. On est sorti de plusieurs scandales très importants dans la sphère crypto, qui, je tiens à le préciser, ne sont pas des scandales liés purement aux crypto, mais qui relèvent plus de la fraude financière. Je pense par exemple à FTX, où on a eu un peu plus d'une dizaine de milliards de pertes quand même pour des investisseurs, pour les utilisateurs. On a eu donc la SEC aux États-Unis qui a été très agressive envers les sociétés crypto. Donc c'est l'AMF américaine. Hein. Exactement. Security Exchange Committee. Qui a été très agressive, qui a mené une campagne assez forte contre les cryptos aux États-Unis, qui a eu un impact mondial. Et on arrive cette année à un retournement assez fort qui vient de plein de choses. Le catalyseur, je dirais que ça a été les fameux ETF de BlackRock.
Donc BlackRock qui a décidé de proposer le premier ETF au comptant sur Bitcoin dans un premier temps, qui a été un des ETF qui a eu les meilleurs lancements, qui aujourd'hui, il me semble qu'ils ont aujourd'hui plus d'AUM sur leur ETF Bitcoin que sur leur ETF Or. Donc là, tu as perdu les 2 tiers de nos auditeurs. Merci, Hugo Panzac. Alors, ETF, vous commencez à connaître, hein, évidemment, mais sont des trackers qui permettent d'acheter des bitcoins sans acheter des bitcoins directement, donc plus facilement sur des tas de plateformes sans avoir tes bitcoins. Alors, c'est bien et c'est moins bien parce que tu n'as pas tes bitcoins, il y a quand même une philosophie derrière. Vous écoutez les autres épisodes de La Martingale et des ETF et des bitcoins et vous comprendrez. L'AUM, c'est Asset Under Management, vas-y. Donc, c'est le montant total qui est détenu pour le compte de ses clients donc dans ce cas-là par BlackRock. Voilà, donc ils ont par exemple, ils lancent leur ETF Bitcoin. Encore une fois, tu n'achètes pas forcément des Bitcoins. D'ailleurs, même eux, ils n'ont pas forcément en face en collatéral des Bitcoins. Ça peut être des ETF qui sont synthétiques, qui reproduisent le Bitcoin. Alors, dans le cas de l'ETF de BlackRock, ils achètent donc auprès d'une plateforme qui s'appelle Coinbase, qui détient pour eux les bitcoins sous-jacents. Ok, donc tu achètes un ETF Bitcoin chez BlackRock. Il y a un ETF qui est acheté en face et qui est vendu, une unité, ok. Très bien. Et donc AUM, c'est qu'au début, ils lancent ça, ils vont avoir 1 milliard de dollars d'ETF et à la fin, ils en ont 100 milliards. Donc c'est le volume total d'ETF qui est détenu, c'est bien ce que tu dis. Ok. Exactement. Donc ça a permis en fait... Tu sais combien il y en a chez BlackRock ? Combien ils ont d'AUM ? Oui. Non, question, je vais regarder. Ça bouge pas mal en plus. Ouais. Je vais pas dire de bêtises. Vas-y, continue. Et en fait, ça a permis de donner énormément de crédibilité. C'est-à-dire ça a permis de sortir de la crypto, c'est ce truc un peu shady, c'est très risqué. Si BlackRock s'y met, on avait déjà eu quelques entreprises qui en mettaient dans leur trésorerie, typiquement Tesla en 2021 qui avait fait beaucoup de bruit parce qu'ils avaient acheté beaucoup de Bitcoin pour le mettre dans le trésorerie de l'entreprise. Et ce fameux ETF a donné beaucoup de crédibilité. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'investisseurs professionnels, de banques, asset managers se sont mis à acheter du Bitcoin et beaucoup de clients se sont aussi mis à demander de l'exposition à Bitcoin. 26 milliards d'ETF Bitcoin au total et donc potentiellement 20 milliards de BlackRock. Donc voilà, ça c'était dans l'année, c'est pas forcément un chiffre à jour fin 2024. Excuse-moi, allez continue. Et donc il y a eu ça d'un côté qui a donné donc beaucoup de crédibilité et qui a amené beaucoup d'intérêt institutionnel, je dirais. Et on a eu un peu plus récemment donc du coup l'élection de Trump qui a été un bon catalyseur de manière générale pour les marchés financiers, y compris pour les marchés crypto. Il a fait une campagne où il a beaucoup dragué, disons, les détenteurs de crypto. Une des choses qu'il a promises, notamment... Il était contre, et puis il a son pote Elon qui est passé dans les parages, puis tout d'un coup il est devenu pour, et puis il a pris 100 millions au passage pour sa campagne. C'est un peu ça, quoi, en gros. Bon, peu importe, ça c'est de la politique. Okay. Et donc ça a fait... Oui, donc je disais, une des choses qui était promise par Trump, c'était de virer, fired, comme il aime si bien le dire, Gary Gensler, donc, qui était le président donc, de l'AMF américaine. Qui a d'ailleurs, donc Gary Gensler a déposé sa démission il y a quelques jours. Et on sait on a vu aussi que dans son gouvernement et dans son entourage, il y avait pas mal de pro-crypto. Ok. Ça aussi, ça envoie de bons signaux et ça a aidé beaucoup donc à la fois Bitcoin et à la fois tout ce marché crypto et tous les acteurs sérieux du marché crypto a aussi profité d'une hausse. Le sujet est enfin pris au sérieux, y compris auprès des grands institutionnels et pas seulement auprès d'une minorité d'illuminés, entre guillemets, comme il y a quelques années. C'est intéressant quand même d'avoir réussi à imposer ça. C'est-à-dire que quand on y pense, c'est vraiment en train de devenir de l'or numérique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peu de valeur intrinsèque au Bitcoin, contrairement à l'Ethereum, qui n'est pas une blockchain sur laquelle tu peux travailler, faire bosser... peut-être que je me trompe, mais je te vois hésiter. Tu peux quand même faire travailler... Alors, c'est pas la même manière, mais l'Ether peut aussi... les deux, de manière générale, peuvent assez facilement être comparés, c'est comme ça que j'aime bien le comparer, à des matières premières. Ouais. D'ailleurs, aux États-Unis, le Bitcoin et l'Ether sont régulés comme des matières premières. Intéressant. C'est considéré comme ce genre d'actifs financiers. Ce que je vois juste, c'est la blockchain Ethereum, c'est quand même quelque chose sur lequel tu fais des contrats, des smart contracts, des choses comme ça, moins sur le Bitcoin quand même. Oui, exactement. Bitcoin est là pour être résilient. Alors,
c'était pas l'objectif de base de Bitcoin, mais aujourd'hui, c'est considéré comme une réserve de valeur. Larry Fink, donc le président de BlackRock, aime présenter Bitcoin comme une réserve de valeur, justement. C'est pour ça que je compare à l'or, oui. À très juste titre. C'est devenu un enjeu politique. On commence à avoir quelques discussions aux États-Unis pour faire une réserve stratégique de Bitcoin. On sait qu'on a donc le Salvador, il y a quelques années, qui en a fait une monnaie légale. Oui. De plus en plus d'entreprises qui en achètent et qui se permettent donc de se couvrir de certains risques en ayant du Bitcoin. Ça devient un vrai enjeu. Ce qui est fou, c'est que malgré tout ça, alors est-ce que ça va se calmer un peu? C'est que, encore une fois, tu es sur un truc, l'or, tu vois, ça monte. Là, en ce moment, ça descend, mais sur des années, ça va prendre plus 100%, moins 50%. Le Bitcoin, et encore une fois, il y a 1 an ou 18 mois, c'était à 16 000, quoi. Donc, tu pars dans l'espace, tu redescends, c'est beaucoup plus volatile. Oui, bien sûr. C'est aussi un actif qui est beaucoup plus récent et qui est beaucoup moins capitalisé aussi. Okay. Même si on arrive à des capitalisations, je crois qu'on est à 2 trillions, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça devient donc 2 trillions, ok. Donc ça veut dire que tu en as 1% en ETF, à peu près, si c'est 26 milliards, plus ou moins. Ouais. Ça devient un actif commun. Chez les Français, il y a quand même beaucoup de Français qui détiennent directement ou indirectement par des ETF, des cryptos, non? Exactement. Oui, c'est une très bonne nouvelle, à la fois parce qu'il y a eu un gros travail d'éducation, à la fois parce qu'il y a aussi... Je pense qu'à peu près tout le monde a entendu l'histoire d'un ami ou de quelqu'un qui a acheté du Bitcoin ou des cryptos et qui a gagné beaucoup. Et forcément, nous on le voit quand il y a des phases d'euphorie, et là c'est le cas ces dernières semaines et ces derniers mois. Mine de rien, le prix, malgré tout, ça reste un très bon marketing pour une crypto et pour le Bitcoin. Les gens s'intéressent évidemment beaucoup plus à un Bitcoin à 100 000 euros avec des conditions intéressantes, plutôt qu'il y a 1 an ou 2 avec un Bitcoin à 20 000 ou moins, et où on n'entend pas des très bonnes choses dans les médias. Et il y en a beaucoup on sait combien il y a de millionnaires en crypto en France, par exemple? Une vague idée ou... Je ne saurais pas dire... Ok. Est-ce que les millionnaires en crypto sont en général aussi assez discrets, dans le sens où dans pas mal de cas, c'est un peu un revers de la médaille des cryptos. En tout cas, pour les gens qui veulent détenir leur propre Bitcoin, c'est pas trop le cas en France. Mais il y a des pays, et c'est déjà arrivé qu'il y ait des agressions parce qu'on sait que certaines personnes ont des fortunes en crypto. Et autant si par exemple, tu as une fortune en action ou quoi, on peut pas te braquer et te dire vends toutes tes actions et donne-moi... c'est facile à traquer, tu sais à qui tu les as vendus, etc. Les cryptos, tu les mets sur un wallet, ça disparaît jamais, quoi. Ouais, et quelqu'un peut te braquer et te dire tu sors pas de cette pièce tant que tu veux pas... C'est arrivé à Owen d'ailleurs, hein, je crois. Enfin, il a eu une tentative, heureusement il lui est rien arrivé, mais il a eu une tentative d'attaque, et il faut faire très attention, c'est le risque à la fois quand on est très exposé médiatiquement, et à la fois quand on est connu comme une personne qui détient pas mal de crypto. Ouais. Il y a évidemment plein de solutions pour se protéger de ça, mais c'est aussi pour ça qu'on est les premiers. Commencer par un ledger, mais c'est pas forcément si simple. Si tu l'as chez toi et qu'on te force avec un flingue sur la tempe, c'est pas si simple. Complètement. Faut pas l'avoir chez soi. Faut l'avoir dans un coffre. Je n'irai pas jusque là. Alors, l'avoir dans un coffre, c'est une solution complètement. Ledger ont d'ailleurs lancé un produit qui s'appelle Ledger Recover. Ok. Qui permet en fait de pas être la seule personne à détenir sa clé privée. Je m'explique. Okay. Ça permet donc si jamais toi non seulement tu perds ta clé privée, ça permet de quand même récupérer tes bitcoins, sachant qu'il y a des histoires assez folles de personnes qui ont perdu des fortunes à l'époque. Donc pour contextualiser un petit peu, donc pour détenir ces bitcoins ou tous ces crypto-monnaies, il faut avoir une espèce de phrase qui fait entre 12 et 24 mots, qui est une espèce de super mot de passe, et personne ne peut vous le rendre. Si vous le perdez, vous perdez vos cryptos. C'est à double tranchant. Donc ça veut dire que vous êtes sûr que personne ne pourra jamais saisir vos bitcoins, alors qu'un compte bancaire peut être fermé arbitrairement, que dans le pays où Bitcoin est plus utilisé, une dictature, forcément, c'est intéressant d'avoir ce pouvoir sur la liberté financière des gens. C'est pas le cas avec Bitcoin. On est sa propre banque, entre guillemets. Le revers de la médaille, c'est donc on peut perdre cette clé privée si on fait pas attention. J'ai reçu Frédéric Montagnon qui fait une très belle explication sur Génération du Yourself, du Web 3, des cryptos, etc. Écoutez cet épisode si vous n'y comprenez rien, vous allez tout comprendre comment ça fonctionne derrière. Et lui, en effet, je crois qu'on parle de 2000 Ethers,
Je sais plus si c'est 2000 ou 20 000. Enfin, il y en avait un moment, il y en avait pour plus de 100 millions d'euros. Hein, Mais bon, il te dit à la fois c'est 100 millions, mais moi, ça m'avait coûté à l'époque 10 000. Donc, j'ai perdu que 10 000 euros, entre guillemets. C'est beaucoup, mais bon, ça fait un peu mal. Ok. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont propriétaires de crypto, enfin, indirectement, sans le savoir. Est-ce qu'il y a de plus en plus de fonds, par exemple, qui ont, je sais pas moi, du total, de l'or et des cryptos dedans, et toi, tu as investi dans ce fonds, tu sais? Il y en a un petit peu. En général, c'est plus des entreprises qui commencent à mettre un peu de crypto dans leur trésorerie. Intéressant. Alors, il y a même des fois où c'est un peu lunaire. Typiquement, je pense notamment à MicroStrategy. Donc, entreprise qui fait du logiciel, dont le CEO s'appelle Michael Saylor, qui a eu ce pari assez fou depuis plusieurs années maintenant. De se faire payer en crypto. Pire que ça. Et alors, il a mis quasi l'ensemble de sa trésorerie en Bitcoin, d'une part, et c'était pas assez, évidemment. Donc, il a levé énormément de dettes pour tout convertir en Bitcoin. Oh my God. Aujourd'hui, il détient c'est des milliards et des milliards de dollars qui sont détenus. Il y a quelques jours, il a fait un achat de 5 milliards de dollars de Bitcoin, pour donner un peu une idée. Et aujourd'hui, la valeur de son entreprise... Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ces dernières années? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et aujourd'hui, la valeur de son entreprise est devenue un peu une espèce de, entre guillemets, de Bitcoin leveragé. C'est drôle. Donc, quand le Bitcoin va bien, le cours de l'action MicroStrategy explose et inversement. Très drôle. Et donc, il y a quelques entreprises qui annoncent ces temps-ci acheter du Bitcoin pour leurs réserves et leur cours explose derrière. Ok. On a un peu l'état des lieux actuel, notamment le fait que les instituts soient revenus à un moment bas. C'est là où tu vois qu'ils sont pas si mauvais, parce qu'ils sont venus et du coup ça valide le marché et tout le monde y va. L'élection de Trump, très claire. Les instabilités politiques dans le monde qui finalement rassurent certaines personnes riches à droite à gauche. Ça peut être en Russie, en Chine, autour, en Israël, peu importe. Où à un moment tu dis peut-être qu'un jour on va venir me chercher mon argent, donc je préfère l'avoir dans un truc safe. Oui, il y a beaucoup d'exemples d'Ukrainiens, par exemple, qui ont très difficilement pu fuir le pays avec leur capitale, et qui, par contre, c'était très facile de quitter le pays avec 12 mots dans la tête. Ça leur a permis de sauver une partie de ce qu'ils avaient pour ceux qui... Faut les retenir, les 12 mots, mais quand c'est il faut l'avoir sur son papier ou soit son souvenir. Quand c'est ton seul moyen de survie, tu les retiens, je pense. Ok, maintenant on a tout ça. On va venir un peu sur... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on regarde? On va parler de airdrop, on va parler de coins sans fond, les mêmes coins, on va parler de bons du trésor, méthode un peu technique. Allons-y. Question avant ça. T'as aucun rapport ni sponsor avec aucune plateforme d'achat? Non. Donc, tu peux me dire où est-ce qu'on achète les cryptos de manière plus efficace? Le plus moins cher? Ça dépend. Alors... Réponse facile, ça dépend. Si vous êtes un débutant, je pense que l'une des plateformes aujourd'hui qui est la plus simple à prendre en main en termes d'interface, tout ça, ça va être un Coinbase, donc qui est le principal, le deuxième plus gros. Moi, j'achète sur Coinbase toujours, mais c'est cher. C'est ça? C'est ce qu'on me dit à chaque fois. En général, c'est un peu la contrepartie. Soit vous allez avoir une interface qui est très simple à prendre en main, et vous allez un peu payer ça avec des frais qui sont un peu plus élevés. Soit vous pouvez aller sur des plateformes qui ont quand même des interfaces qui sont très bien. Je pense à Binance, du coup, donc le premier échangeur, première plateforme d'échange en termes de volume dans le monde, qui sont régulés aussi, évidemment. Souvent, on me dit c'est Binance, Kraken, plus efficace que Coinbase. Enfin, un peu moins cher, notamment, en frais. Alors, Coinbase ont un programme qui s'appelle Coinbase One de mémoire, qui permet, donc c'est un abonnement qui coûte, je crois que c'est une vingtaine d'euros par mois, où vous avez virtuellement aucun frais, par exemple. Selon les volumes que vous faites, ça peut être très intéressant. On parle, alors, j'ai pas le détail exact de leur offre, mais à la fois vous avez quelques économies sur leurs frais, vous avez aussi quelques autres avantages. Ça peut permettre de mitiger les frais. Mais donc voilà, ça se vaut, toutes celles qu'on a citées là, Binance, Kraken, Coinbase. Les Français qui sont là-dedans, ils sont bons ou pas? Dans l'achat de crypto, il y a des plateformes françaises? Oui, on a. Alors, je pense à. Il y en a deux principalement qui sont donc françaises. CoinHouse, premièrement, qui est un acteur assez historique. C'est que je pensais, historiquement, la maison du Bitcoin, qui a été une des premières plateformes d'échange qui permettait d'acheter des cryptos, qui font un très bon boulot
Des gens très sérieux, donc CoinHouse. Le deuxième, qui est spécialisé sur Bitcoin. Donc c'est Paymium, qui est aussi un acteur historique, qui a été une des premières plateformes d'échange. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'ils sont là depuis 2011 quand même. Putain, pardon, ok. Donc c'est des... Pardon, vulgarité. Ils sont pas arrivés hier, quoi. Qui font aussi... C'est important d'avoir ces plateformes, à la fois parce qu'elles font du super boulot pour leurs clients, à la fois parce que Bitcoin devient aussi un sujet de souveraineté, mine de rien. Si on estime que demain avoir du Bitcoin et pour en acquérir c'est important, peut-être qu'on n'a pas envie d'être dépendant que de Binance, Coinbase et autres plateformes qui sont ni françaises ni européennes. Ouais. Ok, alors on commence par quoi AirDrop? On peut commencer par les airdrops. Je parle pas d'Apple, hein. Raconte-moi alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pour contextualiser un peu, il y a beaucoup d'applications et de projets de crypto donc qui peuvent être assez facilement comparés à des entreprises, je pense. Dans le sens où elles vendent un service. Les gens payent des frais pour pour profiter de ces services. C'est très vrai notamment dans tout ce qui est les produits financiers sur les blockchains. Et étant donné que le but des applications décentralisées, c'est d'être, comme le nom l'indique, décentralisées, ce qui se passe, c'est qu'elles sont... donc à la fois, la valeur doit être capturée par un jeton, donc par une crypto-monnaie, et les décisions doivent aussi être prises à travers cette crypto-monnaie. Donc, si je compare un peu, c'est comme si vous avez un peu une action, dans certains cas, qui vous donne droit, donc qui vous permet de capturer la valeur générée par l'entreprise, et à la fois qui vous permet de voter sur les décisions clés de cette application. Donc, tu as l'argent et un peu de pouvoir, un droit de vote, quoi. Oui. Ok. Tu as des exemples Oui, bien sûr. Ouais. Typiquement, je pense à Aave, qui est l'équivalent... AAV. AAV, ouais. Qui est la principale plateforme. Donc, c'est une plateforme qui vous permet de venir avec, par exemple, de l'Ether ou du Bitcoin, de le déposer dans la plateforme, et en contrepartie de ce dépôt, d'emprunter plein d'autres actifs, donc des dollars, par exemple, ce qui vous permet donc d'avoir une meilleure efficience pour votre capital. Donc, par exemple, vous pouvez venir avec, au lieu d'être bloqué avec seulement 10 000 euros de Bitcoin, vous pouvez y aller, mettre vos 10 000 euros de Bitcoin en collatéral et emprunter par exemple pour 5 000 $. Donc, et avec ces 5 000 $, vous pouvez acheter plus de Bitcoin si vous voulez, vous pouvez les retirer et acheter quelque chose que vous voulez, tout en gardant votre exposition à Bitcoin du coup. Donc c'est une plateforme qui permet de faire ça, qui a aujourd'hui un peu plus de 30 milliards sous gestion. On parle quand même, si c'était une banque à titre de comparaison, une banque américaine, ça serait une des 60 plus grandes banques. Incroyable. Donc 30 milliards sous gestion. Donc ils ont un jeton, qui s'appelle aussi le AAV, qui permet de voter pour tous les paramètres et pour toutes les décisions importantes de cette application. Et qui, donc aujourd'hui, les profits qu'ils génèrent, ils s'en servent uniquement pour accumuler une trésorerie, une grosse trésorerie. Et dans quelques mois, il devrait y avoir une mise à jour qui est très attendue, qui s'appelle Umbrella, qui devrait permettre de redistribuer une partie de la valeur aux détenteurs de AV. Un peu comme un dividende, en fait. Donc ça, c'est quand même ce genre de choses, c'est bien complexe, quoi. Ça, il faut avoir du Big Well ou des choses comme ça pour comprendre ce genre de choses, quoi, parce que faut vraiment être averti. C'est là oui, et surtout que il faut faire très attention. C'est ce genre d'actifs, ce genre de projets assez matures, donc à la fois qui génèrent, qui sont profitables et qui sont qui sont là depuis quelques années, qui sont très sérieux. Il n'y a pas non plus des masses, et c'est très facile d'être noyé entre, surtout quand on est nouveau, entre les projets qui n'ont aucun fondamentaux solides et dont le prix repose simplement soit sur des promesses, soit sur la capacité à attirer l'attention d'une entreprise, et les projets qui ont des fondamentaux, qui génèrent du cash. Typiquement, dans ce genre de truc, j'étais rentré moi dans un projet il y a quelques années. J'avais reçu un invité sur Génération It Yourself qui s'appelait Cardashift, qui est devenu Érable. Oui. Et je crois que ça s'est peut-être un peu stabilisé, mais le truc a quand même un moment un peu implosé. C'est-à-dire que ça partait d'une très bonne intention. Et puis les fondateurs se sont un peu déchirés, j'ai l'impression, à un moment. Moi, j'en ai qui m'ont dit, je voudrais que tu supprimes l'épisode. Je dis, bah non, l'épisode il a été en ligne, donc j'ai dû mettre un gros warning en disant cette personne s'est désolidarisée du projet. Voilà, je sais pas ce qui est devenu Érable, si tu connais le sujet. On a fait écoutez, on a fait l'année dernière, on avait sorti en exclusivité une enquête sur eux. Il n'y a pas eu que des bonnes pratiques.
Il y a des procès dans les histoires. Ça, et dedans, il y a des gens bien, il y a des gens machin, il y a des engueulades, et puis tu sais pas à la fin ce que ça donne. Mais quand il y a beaucoup d'argent qui arrive sur un projet comme AAF, par exemple, c'est AAV, pardon, ben, il y a un moment, il peut y avoir des problèmes, quoi. Oui, c'est pour ça que c'est important d'aller sur... donc, à la fois d'avoir des sources d'informations de qualité qui peuvent à la fois qui sont expertes et qui peuvent abstraire le bruit et faire une analyse qui est la plus neutre possible. Ok, donc je vais là-dessus, il y a chez vous par exemple des endroits où tu peux trouver les différents airdrops et comprendre comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. En fait, nous, la manière dont on travaille, c'est que chaque semaine, on prend une narrative, donc une catégorie d'actifs, de projets, et on décortique. On explique qu'est-ce que c'est, si c'est intéressant ou pas, pourquoi ça peut être intéressant ou de quoi il faut se méfier, Si c'est intéressant, quels sont les projets les plus pertinents et pourquoi ils sont pertinents. Et à l'inverse, s'il y a des choses mauvaises, on le dit aussi. Okay. Il faut dire ce qui est bien, il faut dire ce qui est moins bien. On fait ça chaque semaine. On fait des analyses chaque semaine. Et donc, pour revenir au sujet des airdrops, du coup. Je t'en prie. Donc, avant de... ces jetons ne sont pas forcément dispo le premier jour, au moment où l'application lance. On peut très bien avoir une application qui lance, qui pendant 1 an va se développer, donc va acquérir de plus en plus de clients, et un jour elle décide donc de répartir, de lancer son jeton, et donc de répartir sa gouvernance. Et il faut un peu comparer, c'est comme si... et donc la première chose qu'elle fait en général, c'est qu'elle va donner ce droit de vote, et ce droit d'avoir des bénéfices futurs potentiellement, à ses utilisateurs. C'est un peu comme si demain vous alliez vous achetiez pas mal chez Louis Vuitton ou chez Carrefour, peu importe, n'importe quelle entreprise, et à un moment l'entreprise disait écoutez, vous êtes un de nos clients importants, c'est important que vous ayez un mot à dire sur ce qu'on fait et que vous profitiez de notre réussite, tenez des actions de l'entreprise. C'est en rapport avec les proof of work, proof of stake, non, rien du tout. Ok, très bien. Non, ce qui va se passer, c'est qu'on va les projets en général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder l'activité que vous avez eue, à quelle fréquence vous avez interagi avec eux, est-ce que vous les avez aidés. Puis toi, tu connais très bien ce qu'on fait, tu mérites un petit truc parce que tu vas potentiellement être un promoteur ou quelque chose comme ça d'ailleurs. Okay. C'est la meilleure manière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la sphère crypto, l'aspect communautaire est très important. Et donc, c'est assez logique avec ça en tête de donner une part de ces droits de vote à ses utilisateurs les premiers. Ce qui est très logique, c'est que là, on parle quasiment d'infrastructure à chaque fois. C'est donc une infrastructure qui, là, te permet de mettre des collatéraux, etc. Il y en a d'autres qui pourraient être, sans rentrer dans le détail, mais sur des smart contracts, donc on va dire, qui va te permettre de valider la propriété de quelque chose, ou peu importe, tu vois, ça pourrait mettre dans le monde réel ou des choses comme ça. Et donc, tu dois avoir une infra qui est bien faite, qui doit être financée par des actifs un peu réels, quelque part. Et donc, ça va être financé notamment par ceux qui l'utilisent. Je dis une connerie, mais ça pourrait être des notaires pour être lié au monde réel. Et donc, c'est quelque chose qui est assez sensé, logique. À l'inverse de ce qu'on va expliquer après, qui sont les coins sans fondamentaux, les meme coins, les shitcoins, je sais pas, tu y viendras. Mais voilà. Pour revenir là-dessus, sur ce qu'on appelle les airdrops, donc ce sont des... il y en a des bons, des mauvais. Quels sont les avantages, quels sont les risques? Comment je les trouve? Alors, ça peut être que du bon, parce que soit vous n'avez rien, ou soit vous avez quelque chose qui vaut pas grand-chose. Okay. Soit vous avez une bonne surprise et vous vous retrouvez avec des milliers de dollars parce que vous avez utilisé un produit qui vous plaît bien. Okay. Donc, il n'y a pas vraiment de mauvais airdrop. On peut être déçu du montant, on peut s'attendre à gagner beaucoup et avoir moins. Donc, le airdrop, c'est seulement pour les utilisateurs, c'est toujours comme ça? Quasiment. C'est la principale règle. Okay. En général, il y a... chaque projet fait un peu sa sauce. La grande règle, c'est au moins les utilisateurs et au moins les utilisateurs. Derrière, ça peut arriver de donner aussi un airdrop à certains utilisateurs qui ont fait des actions qui ne sont pas directement liées au protocole, liées à cette application, mais où l'application estime que ce sont des bons utilisateurs, des gens importants sur les blockchains, et donc ils vont leur donner. Typiquement, quelque chose qui a été fait un peu et qui, je pense, est un bon modèle. Donc, sur la blockchain Ethereum, notamment, vous pouvez, ce qu'on dit, on appelle ça staker, c'est-à-dire donc déposer vos Ethers, les mettre en garantie, et ça va vous permettre de protéger la blockchain Ethereum. C'est très important. C'est cette valeur qui fait que Ethereum est sécurisé aujourd'hui. Et donc, il y a quelques projets qui estiment que c'est quelque chose qui est très important. Et donc, ils vont, par exemple, faire des airdrops aussi envers ces personnes-là. Mais la principale règle, et pour
pour la plupart des gens, le plus simple, c'est simplement d'interagir avec les applications avant qu'elles aient leur propre crypto-monnaie. C'est là qu'on peut avoir des bonnes surprises. Intéressant. Et c'est là qu'avoir un espèce de edge informationnel qui est ce qu'on essaie de faire sur The Big Well, c'est Oui, super c'est important. ça, parce qu'en fait, quand même, il faut... moi, j'ai pas vraiment franchi ce cap de... Je détiens des cryptos, mais c'est tout, en fait. Et j'ai pas franchi ce cap de les déposer, de rentrer vraiment dans l'usage. Donc, je ne serais pas candidat potentiel à un drop comme ça, je pense. Il y a justement une barrière technique importante entre donc détenir ces cryptos sur une plateforme d'échange, où vous avez donc vos bitcoins, vos ethers et autres, et non seulement les détenir sur votre propre portefeuille, Ça j'ai passé ce cap, ouais. d'une part, et ensuite l'étape d'après qui est utiliser ces cryptos dans la sphère de la finance décentralisée auprès d'applications. C'est vrai, c'est un problème, hein. Il y a une grande barrière technique, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. C'est aussi parce qu'il y a ces barrières à l'entrée qu'on peut avoir de superbes rendements, de superbes opportunités, des bons airdrops aussi. Donc si on résume, on va dire il y a 3 grandes étapes dans l'univers des cryptos. L'étape 1, c'est acheter des cryptos, donc sur ce qu'on appelle un exchange. Donc on a parlé de Kraken, Coinbase, Binance, il y en a plein d'autres, la maison du Bitcoin, CoinHouse, etc. 2, transférer cette Bitcoin sur ton wallet. Donc ton wallet, ça peut être un ledger ou des wallets divers et variés électroniques en ligne. Et 3, utiliser ces cryptos pour faire de la finance décentralisée. Donc moi je suis étape 2, il va falloir que je passe à l'étape 3. Est-ce que quand tu passes à l'étape 3, est-ce qu'une fois que tu l'as fait une fois, 2 fois, tu comprends vite et tu le fais beaucoup? Parce qu'en fait l'étape 1 et 2, en effet, une fois que tu l'as fait, après c'est facile, ça semble un peu lunaire, mais ouais. C'est exactement pareil, c'est une barrière à l'entrée, mais c'est pas plus. Ça prend du temps en revanche, non? Si on est bien accompagné, ça prend pas tant de temps que ça. Okay. Et c'est évidemment, ça va dépendre de chaque utilisateur, mais c'est pas. Alors à la fois, c'est un domaine qui est assez passionnant, donc on se laisse assez vite prendre. Et à la fois, c'est pas non plus insurmontable du tout. Putain, je vous ai pas encore négocié un petit. Moi, je pourrais l'avoir gratuit, peut-être The Big Well à un moment, si tout le monde vient. Discuter. Ok. Et on est là pour justement accompagner et faire baisser le plus cette barrière à l'entrée. On a pas mal, nous typiquement, beaucoup de donc à la fois de nos abonnés, donc côté retail que entreprises, qui viennent justement parce qu'ils savent qu'il y a cette barrière, qui ont besoin d'aller plus loin, qui ont besoin de comprendre les cas d'usage, qui ont genre du directeur financier quand tu dis entreprise, c'est ça quoi. Ok. On va en avoir, ouais. Ok. Bien sûr. Les meme coins. Les coins sont fondamentaux. Donc là, on est à peu près à l'opposé du spectre, c'est-à-dire ce sont des coins qui ne servent à rien à part juste de la spéculation. Je me trompe ou... Alors bon, je pense que toutes les cryptos et tous les actifs financiers sont quand même, si on les achète, c'est quand même dans un but spéculatif. Hein. Mais évidemment, donc on a, et c'est vrai, y compris sur les projets crypto, des projets où on va pouvoir s'appuyer sur des fondamentaux, des chiffres, un track record qui vont, dont on va pouvoir dériver une valeur, au même titre qu'on ferait une analyse fondamentale d'une action. Ok. On va voir à l'opposé du spectre les projets dont la valeur ne repose seulement dans le fait d'attirer l'attention. Et alors là, dans ce cas-là, il y en a 2. Il y a les meme coins assumés, où on dit ce jeton n'aura jamais aucune valeur. C'est une blague, ça ne sert à rien, ça ne servira jamais à rien. Si ça vous fait rire, vous pouvez l'acheter. Mais c'est transparent. Le plus connu, c'est le Dogecoin, qui est très apprécié par Elon Musk notamment. Dogecoin, ouais, c'est ça, ouais. D-O-G-E. Qui est capitalisé, alors sa capitalisation a beaucoup bougé, mais qui a un peu plus de 40 milliards de dollars de valorisation quand même. Ça dépasse bon nombre d'entreprises. Ah oui, bah oui. Et donc ce sont des projets qui ne servent à rien et qui en général sont dérivés d'une blague, d'un mème justement. Et il y a eu un bon essor, en 2024 qui vient d'un fait assez simple. Pendant longtemps, ce qui s'est passé, c'est que les projets les projets assez sérieux qui se lançaient, forcément, avant de se lancer, développer un projet crypto ambitieux, ça coûte très cher. Ça coûte des dizaines, centaines de millions. On a des levées de fonds qui sont en dizaines de millions, en centaines de millions, quasiment tous les trimestres. Et donc, ces projets-là, donc quand ils lèvent des fonds pour se financer, ils vendent leurs jetons à des prix beaucoup plus bas et ils le vendent à soit à des gros business angels, soit à ce qu'on appelle des fonds de capital risque. Mais pas à leur communauté, ils ne le vendent pas à leurs utilisateurs. Ça veut dire que quand le projet va se lancer, les seules personnes qui détiennent ces cryptos en grande quantité
ce sont des fonds de capital risque. Et derrière ces fonds de capital risque, il faut qu'ils aient un retour sur investissement. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont vendre, et qui va acheter ? Ce sont les gens qui croient en ces projets, monsieur tout le monde, quoi. Et il y a eu des abus assez importants, où les gens se sont retrouvés lésés, en fait, tout simplement. Ils croyaient en un projet et ils se retrouvent à acheter en dernier et derrière à écumer les pertes. Les meme coins, ça a été un peu une réponse à ça, je dirais. Parce que les gens achetaient quelque chose où ils savaient qu'il n'y avait aucune valeur. Ils achetaient de la manière la plus juste possible, parce que n'importe qui peut acheter. Il n'y a pas de moi je suis un investisseur capital risque, je vais pouvoir rentrer, mais toi tu achèteras 10 fois plus cher dans un an. Plus tard, ouais. Donc il y a ça qui a pas mal expliqué. Et forcément, le monde attire le monde, et la spéculation attire la spéculation. On a vu passer assez rapidement sur les réseaux sociaux type TikTok, Twitter, Instagram, des gens dire waouh, j'ai acheté ce meme coin et j'ai fait x1000. Alors, pas forcément dire que c'est réalisé, parce que en général la liquidité qu'il y a en face ne permet pas de réaliser ce genre de gain. C'est-à-dire que si tu essayes de vendre, il n'y a personne qui achète, quoi, c'est ça. Si tu essayes de vendre, le cours va baisser de plusieurs dizaines de points de pourcentage. Enfin, c'est pas liquide. Mais c'est quand même une tendance très forte, et on a de plus en plus de meme coins qui ont des valorisations qui dépassent le milliard de dollars. T'en as acheté, toi, déjà ? Un petit peu pour juste à la fois pour l'expérience, et parce que des fois c'est un peu drôle, ça revient un peu à jouer au casino. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est drôle. En fait, le terme est bon, c'est qu'en fait les gens, je trouve ça juste hilarant, quoi. Ils font ça un peu pour se marrer, en se disant ça se trouve ça va faire quand même x5. T'as autant de chances que ça fasse x5 que ça te divise par 5, mais demain en effet t'as Rihanna ou Elon Musk qui dit ouais, j'adore ce truc, et boum, ça part dans l'espace, quoi, en fait. Mais eux, ils le font alors qu'ils en ont acheté quand même pour 1 million. Ils le racontent, les gens achètent, et puis ils en vendent quand c'est à 5, tu vois. Enfin, clairement, il faut se méfier de ça. Il faut clairement se méfier. Alors souvent, en général, quand on entend des gens, et il y avait pas mal de célébrités qui ont lancé leur meme coin pour essayer de surfer sur cette vague. Ça se finit en général très très mal. Ça se finit très très mal. Pour les célébrités ou pour... Ça se finit très très mal pour les gens qui achètent ces jetons. Oui, c'est ça. Les célébrités, elles, en général, elles en profitent pour vendre sur le dos des gens qui achètent au même moment. Donc, c'était un système qu'on avait expliqué en effet avec Owen aussi. Ouais. C'est exactement ça. Donc, il faut se méfier. Ouais. Donc ça, on le fait pour se marrer en regardant. Ça revient à jouer au casino. Ok, très bien. On a compris. Ça revient à jouer au casino, ou si vous voulez pousser un peu. On a d'ailleurs fait un article très détaillé qui explique tout ça sur The Big Whale, sur la tendance des meme coins et pourquoi les meme coins. Est-ce que tu pourras me donner, je sais pas si c'est possible, mais un de ces articles, soit le meme coin, soit le premier sur l'airdrop dont tu parlais, juste disponible pour tout le monde, pour qu'on voit un peu ce que vous faites? Ouais, je pense que celui des meme coins, on peut le rendre public, on pourra le mettre en description. Trop bien. Avec plaisir. Bon super, comme ça vous pourrez vraiment aller plus loin dans tout ce qu'on dit. Et juste pour finir sur les meme coins, c'est très important. Il y a j'aime bien dire, des meme coins qui ne disent pas leur nom, et ça, c'est le pire. Ok. C'est les projets qui vont se prétendre comme sérieux, qui mettent plein de buzzwords, qui vont régler. Vous les écoutez, ils vont régler la fin dans le monde. Ok. Derrière, il y a rien de sérieux, il y a aucune capture de valeur, il y a assez peu de projets, c'est du vent, et eux vont vendre des promesses. Et ça, c'est le pire. Parce qu'autant sur les meme coins, on va vous dire, voilà, ça ne sert à rien, ça ne servira jamais à rien, mais si vous trouvez que c'est drôle, vous pouvez l'acheter. Hilarious.com, non mais enfin voilà, et puis... et c'est tout. Sur les projets, il y a des projets qui justement se prétendent sérieux et qui derrière vont jamais rien délivrer, qui vont juste avoir pour but pour les fondateurs de se faire de l'argent sur le dos de gens qui croient en ces promesses. Ça, c'est beaucoup plus grave. Et c'est aussi contre ça qu'on lutte beaucoup sur The Big Whale, de donner les bonnes informations pour pas que les gens... c'est facile de se faire aspirer par des projets qui vendent des promesses et qui derrière ne délivrent rien aujourd'hui, ne délivreront jamais rien. Ok, faut qu'on passe au prochain sujet, mais avant, je voudrais quand même comprendre une chose. Si demain, moi, je veux lancer un shitcoin ou un meme coin, la Martingale ou Mathieu Stéphanie, en fait, c'est toujours... Ceux qui font ça, ils créent quand même vraiment une vraie blockchain, une vraie crypto. Non. C'est toujours basé sur Ethereum ou quelque chose comme ça? Oui, alors... Je peux le faire pour pas très cher ou... Alors... les meme coins sont sur toutes les chaînes. La chaîne qui est quand même la plus dominante pour ça, c'est la blockchain Solana. Solana, qui est la troisième plus grande blockchain, derrière Bitcoin et Ethereum. Combien ça coûte? Ça coûte ça peut coûter une dizaine de centimes.
Sur Solana, il y a un site qui qui a assez cartonné ces derniers mois, qui s'appelle Pump.fun. Et donc, qui ont généré en quelques mois plus de. Donc, eux, ce qu'ils proposent, c'est de te permettre justement de lancer ton meme coin le plus simplement possible et pour quasiment rien en termes de coût. Okay. Ils ont réalisé un peu plus de 200 millions de gains en quelques mois. C'est une des entreprises technologiques qui a atteint ces barrières-là les plus vite de l'histoire. Donc, sur là-dessus, tu m'enverras le lien, on le mettra aussi. Je peux lancer le meme coin Martingale, mais ça veut dire quoi, quasiment rien? C'est 1000 euros, c'est 100 euros, c'est 10 000? Oh non, c'est rien. On parle de quelques dollars. Okay. On parle de quelques dollars. Ce qui va par contre coûter cher, c'est qu'en général, si vous voulez que les gens achètent votre jeton, il est important qu'il y ait de la liquidité en face, qu'ils sachent qu'ils ont la possibilité de le vendre et de récupérer une crypto plus sonnante et trébuchante. Mais du coup, t'en lances un certain nombre. C'est comme une... Enfin, je veux dire, la crypto, elle est divisée en 1 million de... Enfin, comment ça se passe? Non, Donc, si par exemple, tu avais ton jeton, par exemple, tu peux décider qu'il y en aura 1 milliard d'unités. Ok. Et ça va pas te coûter plus cher. Hein. Okay. Que tu en lances avec 1 milliard d'unités ou 10 milliards, ça va pas te coûter plus cher. Ce qui va en général te coûter un peu plus cher, si tu veux être un peu plus sérieux et inciter les gens à acheter, c'est que donc il va y avoir... en fait, il faut que tu mettes en face de la liquidité pour que les gens qui achètent ce jeton puissent le revendre contre quelque chose de beaucoup plus liquide. Donc en général, on met le jeton de Solana en face ou du dollar en face. Ça, pour le coup, ça coûte plus cher. Ouais. En général, on met quelques dizaines de milliers de dollars. Et vous ne l'avez pas tenté pour vous marrer Pas du tout. Ok. Okay. C'est assez drôle. Les bons du trésor, ça c'est une autre alternative dont on a parlé en préparant tout ça. Explique-moi Hugo, qu'est-ce qui se passe sur le real world asset? Oui, bien sûr. Un des gros avantages des blockchains, c'est de réduire grandement les coûts d'intermédiaire, de permettre beaucoup de composabilité, beaucoup plus que ce qu'on peut faire avec de la finance traditionnelle. Ok. Un des gros cas, un des premiers actifs qui a été tokenisé, apporté sur une blockchain en masse, ça a été les bons du trésor. Parce que c'est tout simplement le risk-free rate, et en finance, c'est important quand même toujours d'avoir accès à ça. Ça a été très apporté, notamment On parle du trésor américain, là? On parle du trésor... Alors, principalement du trésor américain. Principalement. Il y a un peu de bons du trésor européen. Je pense à une entreprise qui s'appelle Spyco, c'est des Français d'ailleurs, dont on a parlé sur The Big Whale aussi, qui eux font, je crois qu'ils ont un peu plus de... Ils sont autour de 200 millions sous gestion et qui ont du bon du trésor européen. Mais donc ça veut dire qu'il y a des banques centrales qui émettent des bons pour emprunter, c'est ça, avec un taux. Donc c'est réputé safe parce que, sauf si c'est l'Argentine, c'est généralement bien rémunéré sur le pourcentage annoncé. Mais ces banques les émettent sur de la blockchain ou c'est des intermédiaires qui les mettent en ligne ou c'est des parallèles synthétiques? Il y a eu quelques cas rares où ce sont directement les banques qui ont émis sur la blockchain des bons. C'est rare. En général, non, c'est des intermédiaires. Des intermédiaires, ouais. Donc pareil, eux, ils vont acheter. C'est assez drôle parce qu'il y a BlackRock qui va acheter pour des gens du monde réel de la crypto pour que ce soit plus simple. Il y a des gens qui veulent, sur de la crypto, des intermédiaires qui vont faire l'inverse, qui vont acheter des bons du monde réel pour les cryptoiser, quoi. Ok. BlackRock ont d'ailleurs leur propre fonds tokenisé qui s'appelle BUIDL précisément, BUIDL, qui est aujourd'hui réservé uniquement à des investisseurs professionnels et institutionnels, mais où eux aussi l'ont fait. Et donc l'histoire de ces bons de trésor tokenisés, ça a commencé par ce qu'on appelle les stablecoins. Donc un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est, comme son nom l'indique, stable et qui suit une valeur. Ouais. Les plus connus, ce sont les stablecoins dollars. C'est-à-dire que quand vous avez USDC, USDT par exemple, qui sont les deux plus gros, pour chaque unité donc, que vous détenez de cette crypto, donc ça vaut $1 et l'entreprise promet qu'elle détient $1 en réserve. Ce qu'elles font, donc leur modèle économique, c'est que derrière ces dollars sont backés par des bons du trésor en fait. Et elles vont garder ce bon du trésor, justement. Ça a un peu commencé comme ça, et puis il y en a d'autres qui sont arrivés un peu plus tard qui se sont dit mais attendez, pourquoi on met pas directement le bon du trésor sur la blockchain, et les gens achèteront le bon du trésor, ils auront la même sécurité, la même liquidité, et en plus ils auront le rendement donc du sous-jacent. Ça commence comme ça, et derrière en fait ce bon on va pouvoir l'utiliser pour donc notamment dans la finance décentralisée,
On va pouvoir l'utiliser en collatéral. Et on va pouvoir en faire pas mal de choses qui le rendent beaucoup plus intéressant en fait, que simplement détenir, et c'est tout. Donc j'ai 10 000 $ en Bitcoin par exemple. Je les place sur un bon du Trésor américain qui est rémunéré à 4%. 4% plus ou moins. Ouais, 4% par an. Donc tous les ans normalement, alors c'est en direct d'ailleurs, mais je vais avoir 400 € de plus en gros, c'est ça. Et toi, tu dis qu'est-ce que je peux l'utiliser, pour quoi faire en plus, tout ça? C'est bon du Trésor. Ouais. Alors, vous pouvez très bien le reprendre du coup, ouais. le remettre en collatéral et réemprunter quelque chose en face. Sachant que votre collatéral, ça reste des bons du Trésor, donc vous êtes sûr que ça devrait pas perdre trop de valeur. Et derrière, il y a des projets qui ont eu de superbes idées et qui se servent justement qui capturent cette valeur et qui vont s'en servir pour la redistribuer aux utilisateurs. Je pense par exemple à un projet qui est français aussi d'ailleurs, qui s'appelle Usual, qui a été lancé par Pierre Persson, donc ancien député de Macron. Ok. Donc qui aujourd'hui a lancé ce projet qui s'appelle Usual et qui a pour but de faire ce stablecoin qui va donc du coup être backé, comme on dit, par des bons du Trésor, et l'ensemble de la valeur des bons du Trésor est redistribué aux gens qui détiennent le jeton de l'application, par exemple. Ok. Donc c'est une approche complètement différente d'un Tether ou d'un Circle. Là, on est quand même sur des choses assez techniques. Dire là, pour aller là-dessus, tout à l'heure, je disais que j'étais au point où j'ai juste envoyé sur mon ledger. Bon, du Trésor, l'acheter, ça, c'est assez facile, j'imagine. Aller plus loin une fois que tu l'as. En fait, une fois que tu as fait ça, on va te proposer des choses où tu vas te renseigner, tu vas faire encore plus loin, c'est ça? Tu peux. Okay. Si tu as envie, tu peux. Et ça vaudrait le coup que je te montre, parce que je suis sûr que tu verrais que c'est pas si compliqué que ça. Et que ça permet d'avoir des bons rendements aussi. Et notamment en finance décentralisée de manière générale. Donc sur les applications de finance, donc sur les blockchains, on arrive à des rendements qui sont à mon sens parmi les meilleurs risk adjusted reward qui est possible d'avoir, qui se payent par une petite barrière à l'entrée, mais où derrière on peut avoir vraiment des super rendements. Faudrait qu'on prenne le temps de le faire en vidéo un jour, une capture, un truc pour montrer un peu comment je pars de 1 000 €, j'achète des cryptos, je les envoie sur un ledger, tout en partageant avec tout le monde mon mot de passe évidemment, et puis après j'achète ça, et puis on va un peu plus loin pour aller au plus loin possible. Ce serait rigolo, ça, on va en parler. C'est une idée à faire, ouais. Ok. Et après il y a des trucs mais encore plus techniques. En fait, tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Oui, bien sûr. En fait, on-chain, on reproduit à peu près tous les produits financiers qui existent aussi. Oui, sauf qu'il y a plein de produits financiers, tu sais, ça se passe tellement dans les backstage que tu sais pas ce qui se passe. Là, on-chain, tu y as accès. L'avantage des blockchains, c'est que tout le monde y a accès et que c'est transparent. On voit ce qui se passe derrière. C'est une des propriétés des blockchains, c'est complètement transparent. Ça permet d'avoir ce qui est le moins possible d'asymétrie d'information. Et on est aussi là, nous typiquement, ça reste compliqué complètement. Et on est aussi là avec The Big Well pour pouvoir analyser, expliquer précisément ce qui se passe, pourquoi c'est intéressant et pour quel type d'utilisateur, quels sont les risques qui vont en face aussi, dans le cas où s'il y a aussi certains produits qui sont risqués. Il y a de tous les spectres de risques. T'as quel âge toi? 24. T'as acheté quand ton premier Bitcoin? 19. 19. Ok, il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Hein. Mais bon, à l'échelle de la crypto, c'est une éternité. Ouais. Ok. T'as un truc bien technique ou bien deep que tu saurais me vulgariser ou pas? Un truc en tête? Ouais, je pense. Vas-y. J'aime bien, il y a une application que j'aime beaucoup, qui est française aussi, Cocorico, excellent dans la blockchain, les Français, qui s'appelle Morpho. Ok. MOR MORPHO. Ok. Morpho, qui permet aujourd'hui de prendre à peu près n'importe quel actif et de pouvoir créer un marché de prêt et d'emprunt dessus. Donc c'est-à-dire que vous allez venir, donc, par exemple dans le cas de AAV, si je compare, c'est eux qui vont vous dire ok, si vous avez du Bitcoin, vous pouvez le déposer et vous pouvez emprunter tel actif ou tel actif selon ces conditions prédéfinies. Et c'est un peu du one size fit all. Okay. Morpho permet d'aller vraiment dessus et de customiser exactement. Ça veut dire que derrière, on peut ouvrir des marchés très précis
qui vont permettre de mettre en place des stratégies vraiment uniques. Par exemple, et là, ça permet énormément de composabilité. Quelque chose, par exemple, qui marche très bien, et je vais essayer de perdre le moins de monde possible. Allez. Il y a un projet qui s'appelle donc Ethena et qui permet, par exemple, donc vous savez, quand les gens veulent faire du levier, Oui. ils payent des frais pour emprunter. Oui. Ethena, c'est un stablecoin qui, au lieu d'être backé par des bons du trésor, va être backé par du synthétique, donc qui permet de se couvrir, et qui va surtout capturer les frais que les traders paient, donc ça s'appelle les funding rates, les frais que les traders paient donc pour pouvoir rester exposés. Donc ça veut dire que quand vous avez un Bitcoin à 100 000, les gens sont prêts à payer très cher pour être exposés de plus en plus à Bitcoin. Surtout les traders qui font du levier. Donc Ethena capture cette valeur. Ethena va avoir un protocole qui s'appelle Pendle et qui permet donc en fait d'assurer votre taux. C'est-à-dire que vous allez venir et dire écoutez, donc derrière c'est un bon. En fait, donc je viens avec une unité donc de Ethena et je dis ok, je vous le donne et vous m'assurez que vous allez me donner au moins 20 ou 25% à maturité de ce bon, donc dans 200 jours, dans 150 jours. Et vous vous assurez. Ça veut dire que le taux que Ethena touche peut s'effondrer, vous en foutez, vous êtes assuré. Vous savez que vous avez 20% ou 25%. Parce que vous avez acheté ce bon, vous détenez ce bon. Une fois que vous avez ce bon, vous allez très bien pouvoir aller sur Morpho, dans un marché spécialisé, et dire regardez, j'ai ce bon, donc ce bon de Ethena sur Pendle, où je sais qui est garanti, donc je sais que dans 5 mois, je vais toucher par exemple 20% ou 25%. Vous pouvez très bien le mettre en collatéral. Emprunter par exemple un stablecoin normal, donc de l'USDC ou de l'USDT, vous allez payer un taux, vous allez peut-être payer 5-10% par exemple, peu importe. Cet USDC, donc ce nouveau stablecoin que vous voulez d'emprunter, vous allez le reprendre et vous allez refaire la boucle. Et ça va vous permettre, donc vous allez emprunter à 5% et toucher un rendement de 20-25%. Et si vous voulez, vous pouvez refaire la boucle et vous pouvez faire. Mais si tu le fais à l'infini, en fait, il y a un moment, ça pète, enfin, tu vois, c'est non. Alors, sur le papier, ça peut péter si vous êtes trop leveragé. Ce qui se passe précisément, c'est que si du coup le prix de votre collatéral, donc dans ce cas-là, le bon de chez Pendle, si le prix baisse trop, vous allez être liquidé. Donc c'est-à-dire que le protocole Morpho va prendre votre collatéral, il va le vendre et va se rembourser avec. En théorie, c'est ce qui se passe. Dans les faits, ce qu'on appelle les curateurs, donc les gens qui gèrent les paramètres de risque, font en sorte que ça n'arrive jamais, et ce n'est jamais arrivé à ma connaissance aujourd'hui. Ok. Bon, ben voilà, on va essayer ces trucs assez techniques quand même, mais on voit la manière dont ça fonctionne. Je pense que de toute façon, la seule manière d'y aller, de comprendre, c'est d'y aller, quoi. Ce qui est intéressant aussi, quand même, c'est que ce genre de choses, tu peux y aller avec 100 ou 1000 dollars, euros, pardon, alors que cette technicité dans le monde de la finance réelle, si t'as pas 100 000 euros, tu fais rien d'aussi technique, quoi. Tu vois, et d'ailleurs, tu peux même pas rentrer dans les infras derrière, rien comprendre. Complètement. C'est une des propositions de valeur des blockchains, c'est d'être agnostique, de permettre à n'importe qui de. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand je t'écoute et je te vois du haut de tes 24 ans, je me dis finalement, quand t'as 20 piges, tu peux faire ce genre de choses avec très peu d'argent. Donc, on parle même pas là, je parle juste de curiosité. Je parle pas forcément d'essayer de gagner à fond. Enfin, tu vois, c'est vraiment juste comprendre, y aller avec 2 bouts de Bitcoin par là, 2 bouts d'Ether par là, et puis j'essaye ces trucs-là. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai des potes. Là, je me dis, j'avais 1 ou 2 potes qui étaient traders ou qui étaient quand même un peu cornérisés dans la banque. T'arrives à 40 ans ou quelque chose comme ça, et puis ils avaient des bons jobs, mais ils gagnent beaucoup d'argent et ils sont pas tant intéressés que ça, alors que c'est très proche de ce qu'ils font au quotidien. Et eux, tu vois, 1 jour par semaine, ils feraient ça parce que littéralement, ils bossent 4 jours par semaine. Putain, ils seraient monstrueux en fait là-dedans, je pense. Il y a beaucoup de gens qui ont. Alors, à la fois, il y a toujours un peu certains qui ont un peu de mépris, malheureusement. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont, à juste titre, qui ont peur de ça, à la fois pour la barrière technique et à la fois parce que. Quand même, ça arrive de moins en moins parce que plus l'écosystème mature et plus il est résilient, plus il est solide. Mais on a déjà eu des applications décentralisées qui avaient des centaines de millions de dollars sous gestion qui se sont faites attaquer.
et où les utilisateurs ont tout perdu. Ça aussi, ça fait peur. Ça arrive de moins en moins et c'est aussi pour ça que c'est important d'aller sur des plateformes qui sont auditées, qui ont les meilleures pratiques en termes de sécurité, qui existent depuis des années et des années, plutôt que des applications qui sont beaucoup plus récentes et qui forcément ont plus de chances d'être attaquées, d'être vidées. Il y a ça qui fait un peu peur. Et pour rebondir un peu sur ce que tu disais un peu plus tôt, notamment sur les petits capitaux, et je refais la boucle avec les airdrops, il y a en fait, selon le capital que vous avez, il y a plein de stratégies, il y a plein de manières de gagner de l'argent en crypto. Notamment pour les gens qui n'ont pas des énormes capitaux, mais qui ont peut-être un peu plus de temps libre. Les airdrops, ça a été une manière pour les gens de se constituer des superbes portefeuilles. Il y a plein de gens qui ont interagi avec beaucoup d'applications, et notamment en 2024, avant qu'elles lancent leurs jetons. Et qui, au moment venu, ont touché des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars en récompense, parce que donc, dans le cadre de ces airdrops, en 2024, pour les gens qui arrivaient et qui voulaient à la fois se faire une expérience, donc en utilisant les produits et vraiment en manipulant les technologies blockchain, et à la fois qui n'avaient pas des capitaux super importants, c'était la meilleure chose à faire. C'est extra. J'adore cet épisode parce qu'en fait, ça montre un truc, c'est que souvent, l'argent attire l'argent. Mais ici, dans ce que tu dis, il peut y avoir le temps qui attire l'argent. C'est-à-dire que avoir du temps, moi, c'est un truc que j'ai pas. Tu vois, enfin vraiment, s'il y a un truc que j'ai pas dans ma vie, c'est le temps. Et j'ai une visibilité, j'ai un peu d'argent, donc je peux investir, je peux emprunter, je peux machin. Mais en revanche, j'ai pas de temps. Et là, quand tu sois jeune, vieux, retraité ou au 4-5e dans ta vie professionnelle, c'est super intéressant. On va devoir laisser nos amis et puis ce studio à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Avant de laisser, qu'est-ce qu'on regarde en 2025 ? Le spot on, là, je sais pas, sur quoi tu t'es très focus en ce moment? Ce que je regarde, et c'est une de nos thèses avec The Big Whale, une thèse qui est partagée par pas mal d'investisseurs, on passe vraiment d'un marché qui était un marché de l'attention, où ce qui était important avant en crypto, c'était juste d'être early, d'être le premier à acheter. Okay. Et espérons que d'autres aient la même idée que vous, achètent après vous pour que le prix monte et que vous revendiez. Compris. Pas tant que ça pour les fondamentaux. On arrive enfin à un stade de maturité où on a des applications qui ont fait leurs preuves et qui, comme je disais plus tôt, où on peut vraiment comparer ça à des actions d'entreprise qui ont quand même des potentiels de croissance énormes. La blockchain, ça reste vraiment une infime minorité des marchés financiers aujourd'hui. Si on pense que la proposition de valeur des blockchains va permettre de faire entrer de plus en plus de capital et de le rendre le plus efficient, ces applications vont continuer à se développer. Et je pense que ce qu'il faut regarder ces temps-ci, ce sont les applications qui ont ce genre de comportement. Donc qui peuvent être comparées à des entreprises qui ont des bonnes pratiques, qui ont des superbes croissances, des bons potentiels, qui font du revenu, qui ont un business model qui a du sens, qui sont profitables, ou qui sont certaines qui ne sont pas profitables mais qui font beaucoup trop sens et qui vont l'être, au même titre que certaines startups dans la finance traditionnelle. Je pense que c'est ça qui est très intéressant à regarder. Compris. Tout dernier point, mais on pourrait y passer 10 minutes. Moi, je crois très fort à l'IA. Je pense qu'il y a... Enfin, c'est même pas que j'y crois très fort. Je sais que ça va être une révolution industrielle. C'est en cours. Est-ce qu'il y a des endroits où je peux le leverager crypto plus IA ? On a fait un rapport sur ça. Okay. On a essayé de couvrir à peu près tous les sujets. Il y a certains projets qui utilisent... la décentralisation et les outils blockchain avec de l'IA. Ça relève aujourd'hui beaucoup de promesses, mais il y a des projets qui sont très bien capitalisés, par plusieurs milliards, qui ont ces propositions de valeur-là. Oui. Ok, bon, éventuellement, ça peut être le deuxième article que tu nous offres pour voir. Tu verras ce que vous pouvez faire. On mettra les liens, en tout cas, dans le descriptif de cet épisode sur lamartingale.io. On pourra aussi continuer à échanger sur le Discord de La Martingale. Si ça t'intéresse, tu peux y aller aussi. Il y a un Discord par épisode, donc c'est cool aussi. Deux petites choses. Combien tu offres et je précise que je touche rien, alors à part que je vais gratter un abonnement gratuit peut-être, mais aux auditeurs de La Martingale, si jamais ils viennent avec le code Martingale. Alors déjà, on permet à tous nos abonnés de nous essayer gratuitement et sans engagement pendant 1 mois. C'est bien 1 mois, mais c'est pas fou, tu vois. C'est un bon début. J'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts. On peut vous faire un code promo et voir ce qu'on peut faire. Mais, c'est quoi ? Une remise pendant 1 an ? Ouais, alors nous on marche beaucoup aux abonnements par an, donc on peut très bien faire
un abonnement pour les 50 ou 100 premiers de moins un tiers ou moins 50. Allez, Ça moins me fait 50 plaisir. pour les 100 premiers. Alors allez-y vite parce que voilà, sur la première année, c'est parti, il l'a dit. C'est bon, thebigwell.io. Yo. Ok, c'est Aussi. bien. IO, très bien. On te suit, toi, Hugo Panzac, donc Panczak, sur LinkedIn, sur Twitter. J'ai un LinkedIn sur lequel je suis pas le plus actif, j'ai un Twitter et on a aussi un Discord, donc le Discord de The Big Well. On est très proche de nos abonnés, on est très Ok. disponible. C'est la meilleure manière de venir poser des Trop questions bien. et et de rentrer dans la sphère des cryptos. On est toujours ravis de répondre aux questions et d'aider les gens à rentrer, à passer au-delà de juste acheter du Bitcoin, de l'Ether sur une plateforme. Trop Donc bien. avec grand plaisir, je suis dispo, nos journalistes sont dispo, on vous attend. Ok, le mot de la fin, donne-moi un mot. Un mot pour voir ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, qui mettront ça en commentaire sur LinkedIn et ailleurs. To the moon. To the moon, allez, go. Merci Hugo, c'était un super épisode. Avec grand plaisir, merci à toi pour Merci à l'invitation. vous tous, je vous embrasse. À la semaine prochaine sur la Martingale. Abonnez-vous et partagez cet épisode à votre grand-père qui a du temps et qui a un peu d'argent et qui comprend rien. Il va s'abonner à The Big Well grâce à moi à moins 50%. Et puis à votre petit cousin aussi qui s'y intéresse. Voilà, allez, bisous, salut, à la semaine prochaine.